Place à notre invité. Tu sais que techniquement, t'es un peu, moi je trouve, le parrain de cette saison, puisque t'es le premier invité. C'est vrai. Donc c'est ça qui est beau. Donc voilà, et tu vas nous expliquer comment on perce sur Twitch. C'est parti. Alors, ce que les gens ne savent pas forcément sur toi, c'est que tu as un petit background en informatique, en fait. Ouais, j'ai... Quel est ton parcours? J'ai même pas mal de background en informatique, en fait. 50 5 ans d'études, déjà, puis j'ai pas mal travaillé dans ce milieu-là, j'ai fait beaucoup de freelance, etc. En l'occurrence, moi, après, j'ai fait un bac S, Ok. et je devais faire des sciences appliquées, et bah, je n'ai pas fait de sciences appliquées. En fait, il se trouve que quand j'ai visité le DUT de sciences appliquées, qui s'appelait le mesure physique, qui doit toujours s'appeler mesure physique d'ailleurs, dans le même bâtiment, il y avait le DUT MMI. Qui s'appelait avant SRC pour ceux qui ne connaissent pas MMI, et j'ai vraiment vu la lumière au bout du couloir. C'est-à-dire que vraiment j'étais en mode bah finalement les éprouvettes pas trop pour moi. Non. T'as vu que des trucs que tu kiffais, quoi. Et ouais, c'est ça, il y avait du graphisme, il y avait un peu de développement, il y avait de l'éco, il y avait du market, il y avait de la com, mais c'est plus le côté design et développement qui m'ont intéressé. Et du coup, j'y suis allé et c'était cool. J'ai clairement fait mes premiers pas avec ce DUT et en développement et en design. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je tripatouillais sur Photoshop et 2-3 lignes de code avant, tu vois. Mais c'est quand même là où j'ai quand même commencé à prendre du temps pour faire ces choses-là, un peu plus en profondeur, et ça s'est bien passé, c'était vachement cool. Et je crois que c'est à la fin de ma première année de DUT que j'ai commencé à faire du freelance, parce qu'en gros, je me débrouillais à peu près en design, je me débrouillais à peu près en développement, et je m'emmerdais un peu en cours. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bah, je vais faire des sites pour des boulangers, des bouchers, ce que tu veux, des médiathèques, des petits sites vitrines à la con. Alors ça, c'est le... Enfin, les gens ne savent pas forcément qu'ils sont passés par ce process-là, mais c'est incroyable, je trouve, quand t'es encore un jeune étudiant et tes potes, ils font du babysitting à 7 balles de l'heure. Ouais. Et toi, tu fais tes petits trucs freelance, etc. Ouais. T'as l'impression d'être le roi du monde. Quand tu fais ta première facture, là, moi je me souviens, ma première facture, je suis un plouc. Je vous voulez une anecdote marrante. Ma première facture, je l'ai numérotée 42. Oh là là, mais tout de suite dans l'esprit, quoi. Mais non, mais parce que en fait, la base de la réflexion, j'étais en mode, en fait, si j'envoie une facture avec numéro 1, le mec en face va savoir que je ne suis pas crédible, en fait. Alors que 42, c'est vachement stylé et personne ne saura. Sauf si c'est un gros nerd, en fait. Sauf si c'est un énorme nerd. Il se dit, il y a peut-être embrouille. Et puis après, j'ai fait une autre école qui s'appelle Éthique à Paris, pour le coup, où j'ai fait 3 années supplémentaires pour aller jusqu'au master, et concrètement c'était plus ou moins le même enseignement que ce que j'avais en MMI, hein. C'est-à-dire que tu fais globalement du market, tu fais de la com, tu fais du SIA, tu fais du SEO, tu fais du design d'interface, tu fais de l'UX et de l'UI pour ceux qui savent de quoi il s'agit, tu fais du développement front-end, back-end, tu fais du développement mobile, tu fais un peu tout le spectre. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'école, même si j'ai pas du tout aimé dans cette école, hein, loin de là, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'école, c'est que comme tu touches un peu tous les métiers, finalement, que tu finisses designer, développeur, communicant, que tu fasses du SEO, du SIA, en fait, tu sais travailler avec les corps de métier qui entourent parce que tu as au moins un peu d'XP chez tout le monde. C'est ça. Et c'est ultra important, en fait. Mais tu comprends ce qui se passe autour de toi. Bah c'est ça, moi tu vois, j'ai eu des expériences en cours, j'ai eu des expériences après mes cours, pendant mes cours, etc. Quand tu travailles avec un développeur qui a aucune notion de graphisme, vraiment c'est des coups de coude dans sa gueule, quoi. C'est infernal. C'est infernal. Un petit peu agressif, mais... L'animation sur le bouton, c'est en option. D'accord, très bien, mais on fait comme ça alors, c'est nickel. Oui, non, mais c'est des automatismes que tu... Et inversement, le graphiste qui te sort un truc ingérable des enfers, en mode... Impossible à implémenter. C'est mignon, mais c'est pas des cours d'art plastique ici, quoi, frérot. C'est genre... ou alors tu nous donnes 100 000 de budget et on prend 3 mois. Mais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avoir bosser avec un graphiste qui sait un petit peu formater son travail en bout de chaîne, c'est un bonheur. C'est extrêmement important, je trouve. Et donc c'est ça que j'ai aimé dans cette école. T'es passé direct de éthique à full pas propre. Non, en fait ça s'est fait en parallèle. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec PA, je n'étais pas encore à éthique. J'étais en 2e année de DUT à Grenoble. Okay. Ah sérieux? Ah déjà? Ouais. L'histoire de notre rencontre, c'est que lui, il partait d'Eclipsia à l'époque, pour ceux qui connaissent Eclipsia, qui est une espèce d'incubateur, d'incubateur de streamers qui... Tous les plus gros streamers d'aujourd'hui, ou en tout cas une bonne partie, sont passés par Eclipsia ou ont connu l'école Eclipsia de près ou de loin. Et il décide de prendre son indépendance, de partir d'Eclipsia. Moi, en l'occurrence, c'était une époque où je suivais pas mal Eclipsia. Et je mettais ça en fond, un peu comme tout le monde quand tu consommes du stream, quoi. Et il part d'Eclipsia et il se lance en indépendant.
Et moi, à cette époque-là, je faisais des sites vitrines, quoi, des trucs de boucher, de boulanger. J'ai jamais fait ni boucher ni boulanger, mais c'est mes exemples. Très peu de Twitch sur les bouchers, a priori. Très peu de Twitch, influenceur boucher. Terrible. Terrible. Et non, il part du coup d'Eclipsia, il se lance en indépendant et il demande sur Twitter. Il dit qu'il aimerait bien avoir un site, en gros. Je crois qu'à l'époque, seul Zerator avait un site, et c'était un truc qui était plus ou moins innovant, tu vois, tu te disais, ok, le mec a un site, il est crédible, il est indé, et il a un site. On est en 2015. Ouais. On est en 2015. Et donc, c'est sur un tweet que tu rencontres PA, en fait. Non, mais c'est pire que ça. C'est mon petit frère qui me dit, bah t'es con, tu devrais lui envoyer un mail. Je fais, mais comment ça Comment ça Pourquoi Et il me fait, bah envoie-lui un mail, ça coûte rien. C'est jamais, ouais, t'as pas tort. Et en fait, j'ai vachement bien négocié mon mail, parce que je lui ai dit, écoute, frérot, moi je sais faire ça. L'avantage, c'est que du coup, t'as pas à prendre d'autres gens. Je travaille tout seul, je te fais un truc clé en main. Je te demande pas d'argent. Par contre, je veux tous les contacts du milieu. Et il a dit banco. Des barres. Quel génie. Attends, mais ok. Attends, mais là, lui, il te renvoie un Excel avec Non, il me renvoie pas un Excel avec le 06 de Zerator. J'imagine en train de call tout le Twitch. Mais il y avait pas le RGPD à l'époque. Il y avait pas le RGPD à l'époque. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, moi, j'étais assez confiant sur ma capacité à faire un truc bien, et j'étais assez confiant sur ma capacité à convaincre les autres streamers qu'il fallait qu'ils aient le même site que Domingo. Et en fait, le plan, c'était que quand un autre streamer allait voir Domingo en mode c'est qui a fait ton site, bah voilà. Du coup, voilà. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé, puisque après j'ai fait le site de Gotha, j'ai fait le site de Zera, j'ai fait le site d'autres gens, de Bruce Granek, j'ai travaillé pas mal en freelance aussi pour des agences de talent, et notamment celles qui étaient en contact avec PA, qui montaient des événements à l'époque. En fait, le truc, c'est qu'on était à une époque où tout passait beaucoup par des sites web. Ouais. Parce que les plateformes comme Twitch n'avaient pas grand-chose à offrir, les plateformes tout court n'avaient pas grand-chose à offrir, que ce soit des expériences de gamification, que ce soit des trucs, il n'y avait rien. C'était le néant. Du coup, c'était... Alors moi, j'ai pas connu ça honnêtement, mais genre tu passais par des extensions, des trucs comme ça. Est-ce que c'était l'époque où les streams étaient il n'y avait pas du tout d'extension. C'était du embed Dailymotion sur des... Alors, c'est ça c'était... Quand PA est parti d'Eclipsia, Eclipsia était encore chez Dailymotion, je crois. Ouais. Ils allaient passer sur Hitbox, et lui allait directement sur Twitch. Oui, Hitbox a existé. Pour ceux qui ne connaissent pas Hitbox, je me sens bébé. Grand bien vous fasse. Donc ça, c'est un peu toute ta partie donc freelance. Tu bosses pour plein de streamers, etc. Ça. Et alors, il y a un truc que, du coup, moi, j'ai eu connaissance parce que j'avais discuté avec toi, en passant sur Énergie. Je sais pas si... It's Music Only, on rappelle. It's Music Only, à l'époque où Popcorn... Ça s'appelait même pas Popcorn, ah bah non, ça s'appelait Domingo Radio Stream. Domingo Radio Stream. Ah oui, putain. Et ce n'est pas la même émission du tout, d'ailleurs. Que Énergie nous demande pas des droits, quand même. Non, quand même. T'es passé là-dessus, toi. Mais je suis passé là-dessus pour raconter mon enquête à l'île Maurice. Oui, c'était pour ça. Et voilà. Et c'est là où je t'ai rencontré, en fait. Ouais. On a discuté. Et justement, tu m'avais parlé à l'époque d'un projet dont pas mal de gens n'ont pas connaissance, je pense, qui s'appelait E-Cross. Ouais. Qu'est-ce que c'est que... En fait, c'était une start-up ? Ouais, c'était concrètement une start-up. Qu'est-ce que c'est que le projet ? Oh là 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 là. Ça fait tellement bizarre de voir ça. Tu es bien là. Oh, qu'est-ce que t'es bien là-dessus. C'était quoi le concept de Cross ? Le concept de Cross, je me permets une micro aparté pour arriver jusqu'à Cross, et je pense que ce sera plus clair comme ça. En gros, du coup, j'ai fait plein de sites pour plein de streamers à droite à gauche, et PA est revenu me voir en me disant ça fait 1 an et demi que t'as fait mon site, il commence à être un peu outdated, est-ce que t'as quelque chose de nouveau à proposer, tu vois ? Et je lui dis ouais, j'ai mieux que quelque chose de nouveau, laisse-moi carte blanche et tel budget, et je vais te faire un truc vraiment sympa. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du développement, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du design, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du management. T'es devenu entrepreneur. Ouais, ça a commencé par là, on va dire. Okay. Et en fait, j'ai récupéré mes potes, notamment d'éthique, avec qui je travaillais très bien, et qui sont très très bons encore aujourd'hui, et qui continuent d'être très très bons. Et j'ai réparti le budget qui m'avait mis à dispo, et on a fait un site qui était pour le coup ultra gamifié, où il y avait, vous voyez tous les systèmes qu'il y a sur Twitch aujourd'hui, notamment de prédiction, de sondage, de drop, etc. C'est des trucs qu'on avait sur le site de Domingo en 2016, en fait. En tout cas, c'est des trucs qu'on développait. On faisait un écosystème ultra gamifié pour fidéliser l'audience. Alors aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Après, vous l'avez envoyé au PDG de Twitch, vous avez dit vous avez vu ce qu'on fait ? Et après, 6 mois après, tiens, des nouvelles features sur Twitch. Ils ont bien traîné, parce que je crois que les sondages, ça a dû arriver peut-être en fin 2018 par là, tu vois. Et fin 2018, ça faisait un petit moment qu'on avait arrêté le site web. Tu vois. En fait, il y a eu une espèce de période où, comme Twitch, il n'y avait pas grand monde dessus, à part Zerator qui était parti d'Eclipsia un peu avant, Domingo et 2-3 trucs perdus, et c'était une époque où il n'y avait que du League of Legends.
c'était presque mieux de rassembler tout le monde à l'extérieur de Twitch et que Twitch soit juste un player, tu vois. Et puis est venu le moment où sur Twitch il commençait à y avoir tellement de monde que ça servait plus à rien d'être indépendant à côté avec un site, et du coup on a arrêté l'activité. Tu pouvais vraiment bénéficier d'être sur la vitrine, quoi. C'est ça. Bref, en parallèle de ce truc-là, on se rendait compte qu'on avait quand même des bonnes capacités techniques à monter des projets et que ça fonctionnait bien. On s'est penché un petit peu sur les... Parce que j'étais en plein dans mes années éthiques, donc c'était concrètement... Enfin, c'est que ça, éthique. Donc tu viens de voir avec des problématiques, trouve des solutions. Et, des problématiques. Des problématiques, tout à fait. Elle est excellente, cette vanne, j'ai pas pu m'empêcher. Et en fait, on a des discussions avec PA et la petite équipe de gens qui travaillaient avec moi sur le site sur concrètement c'est quoi les problèmes de l'influence aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'ils passent leur temps, les influenceurs, à prendre des captures d'écran de leurs statistiques pour les renvoyer à leurs agents. Vrai. Pour justifier des statistiques vendues sur des OP. Spoiler, c'est encore le cas. Spoiler, c'est encore le cas, tout à fait. Sauf que maintenant, on a des stagiaires. C'est exactement ça. À l'époque, il n'y avait pas de c'est stagiaires. entièrement vrai. Hein. Tu peux être choqué, mais... Ouais, je fais mes captures d'écran. Pas chez vous, mais... Donc, le postulat de Cross, de base, c'était ça. C'était, il faut qu'on éradique les captures d'écran, parce que c'est pas possible. Et du coup, on a lancé une plateforme qui était à destination des agences, des marques et des gens concrètement qui géraient des opérations de communication avec des influenceurs pour rassembler les statistiques dont ils avaient besoin et créer des rapports ultra personnalisés et personnalisables pour les envoyer aux marques avec lesquelles ils traitent. Voilà. Beau gosse. Bah propre. Voilà. Franchement, problème solution. Moi je me souviens, je l'avais testé. T'avais testé? Ouais. J'avais peut-être été bêta-testeur, un truc comme ça. C'est possible. Et c'était propre, hein, franchement. Le design et tout, ça marchait, quoi. Ouais, ça marchait. C'est moi le design. Voilà. C'est moi. Non, mais propre. Je faisais encore un peu de Et donc, je vois les derniers tweets 2019. Eh bah oui, ça s'est arrêté. Et tu veux que je te dise un truc marrant, parce qu'on parlait de stagiaires juste avant. Cross s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher aux agences de payer un stagiaire que de payer Cross. Voilà. Ouais, littéralement, ouais. C'est terrible comme constat, mais c'est terriblement vrai encore aujourd'hui. C'est quoi les trucs que t'as tiré de cette expérience-là? Beaucoup de choses. Ouais, vraiment beaucoup de choses. Premier truc que j'ai appris, c'est et c'est vraiment un truc d'entrepreneur à la con. C'est que je suis insupporté par les business models à base de levée de fonds. Voilà, vraiment ça m'insupporte. Désolé pour tous ceux qui cherchent à lever des fonds. Non, mais en fait, c'est compliqué. En fait, le monde de la startup, c'est un monde où tu es un peu obligé de faire ça parce que le but c'est de croître le plus vite possible pour au lieu de chercher à amener de la valeur au marché. C'est ça. Et en fait, moi ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est en termes de gestion déjà c'est abominable parce que tu passes plus de temps à chercher de l'argent qu'à travailler réellement. Donc c'est un peu contre-productif de base. Et toi, t'étais dans ce cas-là? Bah ouais. En fait, le truc c'est que si on voulait vraiment continuer au Cross, il aurait fallu lever des fonds. Il aurait fallu lever des fonds, passer la seconde, aller chercher beaucoup de clients, baisser le prix, quitte à être à perte, mais tu lèves des fonds, donc tu t'en fous. Ouais, la startup life. Et peut-être que dans 5 ans, on serait rentable. Bon, on s'est regardé avec PA, on a dit on a peut-être mieux à faire en fait. Ouais, il faut le dire que c'était un épisode qui t'a quand même vachement servi. Aujourd'hui, même si c'est deux games différents, genre le développement d'un service web et de la production de visuels, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pu tirer? Le point commun évident, c'est le management. Vraiment, c'est une évidence. Déjà, il faut savoir que nous, les premiers bureaux qu'on a pris avec PA, on les a pris pour Recross. On les a pris pour Recross parce que, en fait, moi, c'est le moment où je terminais mes études. Il se trouve que l'équipe de Cross était composée de 3 amis éthiciens à moi, en plus de PA quand on a commencé. Romain, salut Romain. Oui. Qui regarde. Attends, c'est une vidéo de 2019 où effectivement ça avait l'air. Ça, c'est nos premiers bureaux, ouais. Ça avait l'air d'une petite start-up qui est là. Neil, là, il travaille toujours avec nous, mais il travaille plus du tout chez Cross du coup. Ok. Ah oui, c'est ce que j'ai te demandé. Vous avez quand même pu récupérer des talents. Neil, en l'occurrence, parce que les autres, c'est Romain. C'était trop dev. C'est vraiment un dev. Là, aujourd'hui, il travaille chez Aircall. Il a une magnifique moustache, monsieur. Et lui aussi il travaille toujours avec nous, mais alors, eux c'est pas Cross du coup. Il a toujours la moustache ou pas? Il a, ça dépend des jours parce qu'il fait différents styles et tout ça. Très facile. Mais bref, même pas importe. Jérémy, big up à toi. Qu'est-ce que je voulais raconter? Oui, non. Du coup, on a pris ces locaux pour Cross, on a ramené les gens de Paprod dedans, donc on a eu une espèce de mash-up qui nous permettait de gérer tout ça. Et en fait, les enseignements qu'on a eu avec Cross, parce que c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise, c'est des gens du coup qui étaient plus âgés que les gens qui travaillaient chez Paprod à ce moment-là, qui avaient plus d'expérience, qui avaient plus de besoins, plus de demandes, etc. Ça nous a permis d'anticiper les problèmes de Paprod qu'on nous rencontre aujourd'hui ou sur l'année dernière, etc. Et ça, vraiment, c'est ultra bénéfique. Un crash à 400 à l'heure avec une startup, et du coup, maintenant, tu vois un peu plus les obstacles possibles. C'est super malin, quoi. Enfin, alors, c'était pas planifié, hein. Oui, non, mais tu t'en es très bien senti, quoi. Les pertes sont jamais agréables, par exemple, tu vois, c'est le genre de truc que tu peux éviter. Moi, je te dis ça, par exemple, sur des projets que j'ai pu faire qui se sont pas très bien passés, voilà. La leçon,
elle fait un petit peu mal. Oui, mais la c'est leçon, limite elle marche bien. parce qu'elle coûte cher. Voilà, c'est ça. En vrai. On est d'accord. Ouais. Tu vois je crois qu'on en a discuté il y a pas longtemps. Et effectivement, ce truc-là, oui, les échecs, c'est important pour apprendre et Bien tout. sûr. C'est un truc, c'est un petit peu rabâché et tout. S'il coûte pas trop d'argent, c'est mieux. Ouais, voilà. Bah, oui, mais j'allais dire justement, les échecs, il faut qu'ils coûtent pas mal d'argent pour que tu t'en souviennes bien. Et ça t'aide à faire Ouais, c'est rentrer vrai. l'information Donc, quand quand même. t'as acheté du Dogecoin pour 20 000 balles, pas une super idée, mec. C'est pas la meilleure. Dommage. Bon, Pas alors, dingue. depuis, il faut quand même le dire, tu t'es quand même pas mal refait. Ouais. Enfin, vous êtes pas mal refait avec On n'était pas notamment. ruinés non plus. Hein. Oui, non mais. Dans les même Bidonville, Brésil. Et vous savez pas par quoi je suis passé. je connais pas ma vie. Non mais dans les projets, je veux dire, dans la réussite des projets, avec Popcorn tout simplement, qui on peut le dire est le plus gros talk show français du web. Ouais. C'est pas... Je crois en tout cas. non mais je pense que c'est pas une surestimation du tout. À l'époque ça existait genre littéralement pas en fait les talk shows sur internet. Je pense que vous êtes le premier, ou alors toute cette forme là Ouais. sur du contenu grand public et pas gaming en direct, Ouais. de cette manière-là, redistribué, enfin reséquencé, redistribué de Ouais. cette manière-là, non, je crois pas. Enfin, ça c'est nouveau quand même. Est-ce que ça te met une petite pression le fait d'être on top of the game? En vrai, pas tant. Bon, Pas bah, tant, tant mieux. parce que nous, on a une manière de fonctionner avec PA où juste on trace notre route, tu vois, on va là où ça nous intéresse. Si on est en haut, tant mieux. Si on est en dessous, bah c'est chiant, mais juste on va là où on pense que c'est bien d'aller. Ça se passe bien, tant mieux. On a eu aussi des moments où c'était compliqué, tu vois. Quand on faisait Énergie à l'époque, ça a été compliqué sur Twitch. La vérité derrière le projet Énergie, tu vois, c'est que l'ambition qu'il y avait derrière, c'était dans tous les cas une bonne opération parce que de la prise d'expérience, etc. L'idée de fond, c'était de se dire, ok, est-ce qu'il y a un monde où on arrive à arrêter cette guerre inutile entre les médias traditionnels et Internet et de montrer qu'il y a des choses bien d'un côté et de l'autre et des choses mauvaises d'un côté et de l'autre. On n'y est pas arrivé. T'y allais, t'as vu les choses mauvaises, t'es Ça, revenu. non, mais cette époque-là, elle m'intéresse parce que moi, je l'ai vu en tant que spectateur. Ouais. C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées direct quand vous êtes arrivé, vous avez parlé avec Énergie? C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait en fait que ça a été difficile? Il y a plusieurs choses. Je pense que le truc le plus difficile qui nous a empêché de développer du contenu pertinent sur Énergie et de faire un vrai crossover, tu vois, avec Internet, avoir un truc un peu cohérent d'ensemble, c'est vraiment la quantité astronomique de musique et de pub par émission. Ah oui, exact. En J'avais fait pas pensé à au-delà, ça. parce que c'est même pas tant une question de durée, tu vois, sur une émission de 4 heures sur Énergie, j'avais compté, en moyenne, t'as entre 30 et 45 minutes de pub. Ça va. Quand même. Hein. C'est beaucoup, mais ça va. Oui. Enfin, c'est Ouais. moins d'un quart du contenu. Ça peut se négocier, on va dire. Et t'as quand même un contenu de 4 heures, Ouais. tu vois. Ouais. Donc quelque part, il te reste quand même plus de 2h45, 3h, même en passant les musiques, il te reste au moins 2h45 de contenu. Vas-y, c'est quoi ok. qui est chiant alors? Si c'est pas ça. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, du coup, t'es coupé en permanence. C'est-à-dire que tes séquences, elles durent maximum 10 minutes. Mais maximum. Ah, tu fais que des segments en fait. Et c'est infâme. Tu peux en pas fait, tu ne avoir peux pas un- développer quoi que ce soit en 10 minutes. Ok. Du coup, tu te retrouves à faire vraiment du snack un peu, tu Ouais. vois, du contenu stack. Des Ou... petits trucs. Mais ça se voit d'ailleurs dans les formats du coup qui viennent de ces médias-là. Hein. Ouais. C'est très. Les deux sont Il n'y a jamais liés en beaucoup fait. de profondeur, tu Ouais, vois. oui, c'est ça. Tu peux pas. C'est le vrai problème de. Bon, ce problème que vous avez plus du coup, puisque maintenant vous êtes full indé sur ça. Popcorn, c'est quoi, tu dirais, le plus gros fail, le truc le plus compliqué que vous avez eu en live à gérer? Parce que toi, t'es quand même dans les coulisses, donc t'es un peu le cerveau. Est-ce qu'il y a une émission qui a failli pas se faire 10 minutes avant? Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il y en a vraiment une qui a failli pas se faire 10 minutes avant? Je suis pas sûr. Alors, il y a déjà eu des énormes problèmes. Il y a un truc très drôle. Il y a une anecdote très marrante. Quand le live s'est lancé, vous devez tous savoir ce que c'est le live. Quand le live s'est lancé et que ça a fait une purge absolue, on en a parlé sur Popcorn le lendemain ou le surlendemain du lancement, je sais plus. Ouais. Et super marrant, on commence à parler de le live et là, un décalage son. Mais vénère. Arrête. De genre 2 secondes. Le sketch. Et le chat qui est en mode Clément, génie, etc. J'étais en mode, mais c'est pas drôle en fait là, je rigole pas du tout moi. Là. Moi je suis pas en train de me taper une barre, j'ai mis un décalage son pour rigoler. Et pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout une blague quoi. J'étais en mode, non, ce n'est pas normal là ce qui se Les passe. gens ils sont en mode gueulerie. Et je crois que. Alors, j'ai beaucoup de chance déjà parce qu'on est entouré par des équipes techniques qui savent vraiment ce qu'elles font. En l'occurrence, dans le studio dans lequel on était, le son passe par un système. Enfin, il passe par le réseau local. Il se trouve que je crois qu'il y avait une cloque qui s'était décalée au pur hasard. Une énorme coïncidence. Pile au moment où vous Non, êtes mais en pile au train moment de... où- Comment ça ça fait fait de coïncidence. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est des petits coups de flip et ça arrive. Il y a eu d'autres coups de flip dans Popcorn. Je saurais pas te dire quelle émission, de quelle saison c'était, mais c'est déjà arrivé qu'en pleine émission, on change le PC qui stream. Parce que Comment le carte c'est graphique possible, cramait. Ouais. Mais Le, comment le stream se coupe, tu te dis qu'est-ce qui se passe, t'essayes de rallumer le PC, Ah oui, d'accord. il marche pas, je crie sur le chargé de prod et je lui dis va chercher un PC maintenant. Et Attends, mais comment c'est possible? Parce que
Alors peut-être que le problème c'est que je projette oui. notre façon de fonctionner avec la vôtre qui est pas la même parce nous dans les régies qu'on utilise en tout cas pour une production comme Popcorn, t'as un PC qui est du coup le mélangeur qui fait le compositing vidéo et qui envoie ce mélange vidéo à un autre PC qui lui s'occupe uniquement d'encoder et d'envoyer sur internet. Et c'était celui-là qui avait cramé. Ok. C'est ça. Donc Et c'est justement pour éviter que ce PC-là crame qu'il est à part en fait. Parce que si alors que nous si t'as ton mélangeur qui crache et que c'est ton mélangeur qui est aussi le PC stream, bah c'est fini. Hein. Ouais, c'est rien. Mais du coup, est-ce que ça m'intéresse de savoir si après cet événement fortuit, vous avez prévu du coup un backup? Est-ce que vous avez... En fait, l'événement était fortuit et à la fois un peu prévu parce que je savais qu'il y avait un PC à 5 mètres qu'on pouvait aller chercher et c'était déjà prévu, tu vois, quelque part. Il n'empêche qu'on a eu une coupure de 3-4 minutes, il me semble quand même, et que c'était pas très très agréable. Mais non, en fait, c'est des trucs où tu peux rien y faire. Il y a une réalité aussi que les gens connaissent pas trop dans la production du visuel et sur Internet, c'est que nous, on travaille avec des mélangeurs qui sont des mélangeurs software, ce qui n'est pas du tout le cas en télé. En télé, ils utilisent des mélangeurs qui sont des mélangeurs physiques, qui coûtent le prix d'une maison, concrètement, et qui demandent aussi beaucoup plus de ressources humaines pour être exploités. Et c'est pour ça qu'on les utilise pas, parce que on n'a pas l'argent pour payer les ressources humaines et on n'a pas l'argent pour payer les mélangeurs. Et globalement, tu gagnes un petit peu en fiabilité, mais pas beaucoup. Donc en fait, c'est des aléas auxquels on est habitué. C'est-à-dire qu'on sait qu'on utilise des mélangeurs software, on sait qu'on utilise concrètement des technos qui tournent sur Windows 10, donc t'es en mode bon, bah, c'est Windows 10 quoi. Donc à tout moment, ça peut merder et t'es au courant. Tu sais que t'as la petite mise à jour qui se met. Ça nous est déjà arrivé, la petite mise à jour juste avant le redémarrage. Juste avant l'émission, tu vois. Ça va. On va 32. 33. C'est un peu long, ouais. Et donc tu sais en fait quand tu travailles avec du matériel qui est du coup pas aussi fiable qu'à la télévision, que t'as un risque, il y a un film mais qui existe. Et donc tu prévois d'avoir un second PC dans le coin qui peut remplacer le premier si jamais t'as un souci. Et écoute, malheureusement, je peux pas en faire beaucoup plus. Mais non, mais je peux pas faire beaucoup plus en fait, à part acheter un mélangeur physique, avoir une régie qui fait 150 mètres carrés. Et il y a un côté aussi où du coup ça fait partie de l'ambiance. Ouais. C'est possible que ça crache, que ça lag. Il y a un côté. Les gens le pardonnent. Voilà, authentique, quoi. On se prend pas pour la télé non plus. On n'a pas de TriCaster. Ouais, c'est ça. Mais toi, du coup, c'est quoi, en fait, du coup, ton rôle? T'es monsieur régie technique. T'es quoi? Tu gères plus la partie. À quel moment de ma semaine? Genre le jour J, par exemple. Genre vraiment le jour J moment de l'émission. Moi, en gros, le popcorn, c'est à 20h le mardi. Moi, j'arrive en général entre 14 et 15h sur place. Je vérifie que le studio a été bien installé par la manutention le matin. Parce qu'il faut savoir que le studio de popcorn est monté et démonté chaque mardi, comme tous les plateaux en fait, de partout à la télé, n'importe où, sauf les plateaux d'info et de JT, mais ça c'est autre chose. Donc je vérifie que le plateau est bien monté. En général il y a PA qui arrive après dans ces eaux-là, il y a Florent du coup avec qui on travaille qui est chargé éditorial, responsable éditorial de l'émission. On se pose ensemble. On finit éditorialement le travail, on vérifie que ça convient, etc. Une fois que ça c'est fait, il y a toute la partie, on demande à nos graphistes d'exporter les assets au bon format, au bon truc, au bon machin. Et puis en fait, après, je passe pas mal de temps avec la technique aussi. Il y a plein de petits trucs à régler, il y a plein de petites spécificités à chaque émission. C'est pas du tout la même chose quand il y a 2 semaines on reçoit Cyril Gann et qu'il met des coups de poing dans une machine à coups de poing que cette semaine où on fait un time's up à peu près au même endroit. Mais c'est pas la même manière d'éclairer, c'est pas la même manière de filmer. Donc c'est des petits trucs comme ça que tu vérifies au compte-gouttes, etc. Et puis une fois que l'émission commence, alors j'en parlais à Hardis juste avant. Non, c'est pas Hardis, c'est un de Mathieu, je crois. Mathieu qui travaille avec toi du coup. On parlait juste avant que Florent arrive, c'est moi qui topais tout le temps en régie. Alors topper, c'est que concrètement tu fais les tops, donc le 5, 4, 3, 2, 1, à toi. Ce genre de truc. C'est pour envoyer un jingle ou un asset ou un truc comme ça? C'est ça. Alors là c'est plus PA qui les fait, mais typiquement quand on a un jingle et qu'il connaît pas la durée, je fais un top pour lui dire quand est-ce que ça va à nous être à lui de parler quoi. Et que tu vas sortir du jingle, donc tiens-toi prêt quoi. Mais tu fais aussi ça pour tous les assets, c'est-à-dire que tu passes une vidéo, tu passes une image. Nous on a normalisé en fait la manière de faire. On a 2 typologies d'assets, vidéo et image, et dans ces typologies-là, notamment la typologie image, on a à nouveau 2 typologies, soit c'est carré, soit c'est large. Et en fait, ces trucs-là, il faut les coller au réalisateur, parce que lui, pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne une régie, concrètement, tu construis tes scènes, plus ou moins. Et quand tu fonctionnes avec un logiciel comme OBS, etc., c'est préconstruit, c'est des presets, tu passes de l'une à l'autre, c'est rigolo. Quand tu travailles avec un mélangeur... Tu viens de décrire du coup nous. Mais c'est pas les tocards là. Mais on le fait aussi. Il y a plein de productions où on fonctionne comme ça. Alors que les vrais mecs qui ont un VMix, mon pote... Alors VMix, ça fonctionne aussi un peu comme ça. En l'occurrence, sur Popcorn, on a un TriCaster, qui est pas vraiment un mélangeur physique de télé. Ouais, on a un TriCaster. Mais qui est pas tout à fait non plus un mélangeur software sur Windows. Donc c'est un entre-deux un peu bizarre. Sur TriCaster, tu construis, c'est-à-dire que tu dis, ok, je vais prendre cette caméra, puis je vais en mettre celle-ci au-dessus
au-dessus, celle-là en dessous, et par-dessus, je vais mettre une image. Et après, t'envoies, tu vois, c'est un peu l'idée. Et du coup, toi, t'es là à dire, envoie le 1, 2... Ben, je dis à mon truquiste qui est à ma gauche, mon truquiste qui choisit les images, je lui dis, ça va être le 1.5, donc lui, il cherche dans sa liste, ok, le 1.5, c'est lui. Okay. Et je dis à Montréal qui est à droite, ça va être un wide, c'est une vidéo, et ce sera sans son. Et du coup, lui, te build ton... Lui, il build le truc, et il est en mode, ok, je suis prêt. Tu vois, et donc ça je le faisais avant, pendant les émissions, en même temps que je faisais l'oreillette pour PA. Puis Florent est arrivé et je l'ai formé à faire ça. Donc maintenant en fait je suis vraiment les pieds comme ça. Tu manages. Et je regarde le retour et j'ai l'oreillette de PA mais ça me permet d'avoir une meilleure vision aussi. Ouais, bien sûr. J'ai plus besoin de re-regarder les émissions et c'est pas mal. Très très cool. Toi qui as vu pas mal de prods de télé, ou enfin si tu connais un peu le monde de l'audiovisuel, là on est quand même sur des prods qui sont quasiment au niveau même au-dessus de certaines chaînes télévision en fait. Ouais, en fait c'est marrant, on est dans certaines innovations chez Popcorn. Après, j'ai jamais vu le behind the scene. J'ai jamais vu comment ça se passe vraiment. Vous voulez pas le faire ça? Mais de ce que non. On en parle après. Mais de ce que t'en dis, il y a un côté très innovant qui est largement au-dessus aujourd'hui de ce que les chaînes de télé sont capables de fournir comme contenu. Je suis flatté. Non mais c'est vrai sur certains points. Et dans un sens, il y a un côté, moi j'ai l'impression de vivre une espèce de V2 de Canal+, années 90, où il y avait parfois des bricolages comme ça, tant dans l'édito que dans la technique que dans machin, parce que se créait quelque chose, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un peu un retour à ça, tu vois, de cette époque. On bootstrap, c'est la nouvelle télé, c'est machin et tout. Il y a un côté un peu comme ça. Moi, je trouve que c'est ultra important le côté artisanal de Twitch. Ouais. Enfin, du direct sur Twitch notamment. En fait, c'est bien. Je sais pas, je trouve que c'est naturel, c'est plus transparent. Moi, j'aime pas les trucs qui sont trop polis, trop lissés, trop. Alors, est-ce que ça aiderait pas à la transparence de faire un behind the scenes? Non, mais alors la réalité, c'est que des gens on en a déjà juste fait. choper. On en a déjà fait. Ah oui. Et en fait, je pense qu'un jour, on fera un vrai behind the scene. Mais le problème, c'est que si tu veux faire un bon behind the scene, il faut une équipe qui te suit pendant plusieurs mois. Oui. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas techniquement sur quel bouton t'appuies, c'est les moments de stress intense, c'est les moments d'émotion vive, c'est les moments faudrait faire un Formula One. C'est un peu ça. Version Popcorn. En fait, quand tu fais, on a déjà fait un docu sur une semaine à la Paprod il y a 1 an et demi, ou 2 ans, je sais plus, qui était cool. Et en fait, tu te rends compte qu'en une semaine, c'est cool, mais c'est pas assez bien. Parce qu'il y a des choses tellement plus intéressantes à filmer, et en fait tu as besoin d'avoir beaucoup de matière pour distiller juste les moments qui sont les plus émotionnellement hauts ou bas, parce que c'est ça qui fait un bon behind the scene en fait.